Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. À vos nombreuses conquêtes, vous en avez ajouté une, au moins aussi chère à votre cœur, celle de la plus noble des conquêtes qu'on attribue à tort à l'homme, mais qui est aussi à la femme. Le roman que vous publiez le démontre aujourd'hui. Bonjour Brigitte Lahaie. Bonjour Jacques Pessis, merci de me recevoir. Ah bah écoutez, vous êtes normalement à l'antenne juste après moi. Là, ça fera un double emploi. Un double emploi parce que vous publiez un roman, Utopia, chez Mazarine, sur le cheval. Un roman dont on va parler tout au long de l'émission en évoquant le cheval, qui est une de vos passions méconnues. D'abord, quand on s'appelle Lahaie, c'est normal de faire des sauts d'obstacles. Il fallait bien le faire, ça. Oh, vous n'êtes pas le premier. Hein, Ni le dernier. Donc, on va évoquer votre parcours à travers le cheval et à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 12 mars 1994, lorsque vous participez à cette émission. Froufrou. Car c'est la première fois dans cette émission de Thierry Ardisson, présentée par Christine Bravo, que vous évoquez votre passion du cheval à la télévision. Ah oui, écoutez, bravo, parce que j'aurais été incapable Alors, je me souviens très bien de Froufrou. C'était d'ailleurs une émission très avant-gardiste, puisque c'était une émission présentée qu'avec des femmes, que par des femmes. Exactement. Et donc, Christine Bravo l'a présenté. Et ce jour-là, vous présentez un livre, Les sens de la vie, où il y a une cavalière qui est Brigitte Lahaie sur la couverture. C'est vrai. Les sens de la vie, c'était un roman que j'avais écrit il y a quelques années. Oui. Et vous expliquez que vous avez hésité à mettre justement un cheval sur la couverture et qu'avec votre éditeur Michel Lafon, vous avez opté pour cette solution. C'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas, Christine Bravo est surprise, que vous aviez une passion pour l'équitation. Non, mais c'est pas ce qui m'a fait me connaître. C'est pas ma passion pour l'équitation qui m'a fait me connaître. Hein. Bien sûr. Donc, voilà. Même si j'ai chevauché beaucoup d'hommes, c'est pas tout à fait pareil. Alors, il se trouve que cette passion pour l'équitation, je crois, elle est née, Brigitte Lahaie, à 20 ans, lorsqu'un de vos amoureux vous a offert un cheval. Alors, j'étais passionnée par les chevaux et mon premier cheval, c'est en effet un amoureux qui m'a offert un cheval, alors que je ne savais pas monter du tout à cheval, lorsque j'avais 20 ans, oui. Oui. Et vous êtes depuis toujours passionnée par les chevaux ? Toute petite, j'ai été passionnée par cet animal. J'avais vu Crin Blanc, j'avais vu Polly, la série télévisée. Enfin, je pense que c'est quelque chose, ça doit être une vie antérieure, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose un animal qui me passionne. Je pense quand même, sur le plan symbolique, le cheval, c'est quelque chose à la fois de pulsionnel, de libre. Je pense que ça correspond assez à une part de ma personnalité. Alors, il se trouve que c'est quand même surprenant qu'un amoureux vous offre un cheval plutôt qu'un bijou, quoique ça coûte pas plus cher qu'un bijou. Ça coûte plus cher, hein, oui. Parce qu'il faut l'entretenir après, le cheval. Mais alors, ça a été un véritable coup de foudre. Qu'est-ce que c'était comme cheval ? C'était un trotteur réformé. C'était pas un cheval extraordinaire, mais ça m'a permis de faire mes premières promenades en forêt. J'avoue que je revenais souvent à pied parce que je ne savais pas monter, mais comme j'ai toujours été un peu indisciplinée, j'ai monté à cheval avec très peu de cours parce que j'ai appris un peu sur le tas. Oui, vous avez eu quelques cours quand même, parce qu'au départ, on va dans un centre hippique et on apprend le cheval. Pas tant que ça. J'avais en effet mon cheval dans un centre hippique, mais je partais me promener avec lui. Voilà. Et ce cheval était obéissant, c'était un coup de foudre réciproque ? C'était un cheval, c'était un trotteur, c'est des chevaux qui sont pas trop dans le sang, c'est des chevaux moins vifs que les pur sang. Mais je crois que je faisais corps avec ce cheval et puis ça s'est pas si mal passé. C'est par la suite que j'ai commencé à prendre des cours d'équitation, oui. Alors, il se trouve qu'on dit que le cheval est la plus belle conquête de l'homme, la plus noble conquête de l'homme. En fait, c'est Buffon qui a écrit en 1749 cette phrase dans un de ses livres. On oublie que c'est Buffon qui est à l'origine de cette expression. Ah oui, parce qu'on a l'impression qu'elle remonte à la nuit des temps. Maintenant, c'est vrai, quand on regarde la vie des humains et des chevaux, c'est une rencontre qui est très, très, très ancienne. Hein, et on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait sans les chevaux. Hein. Exactement. Alors, l'apprentissage, et vous le racontez dans ce roman, car votre héroïne brosse son cheval, le selle. Il y a un véritable rituel lorsqu'on s'occupe d'un cheval, Brigitte Lahaie. Oui, ce qui est intéressant à comprendre, et c'est un peu ça que j'ai voulu mettre dans Utopia, c'est
pour les jeunes filles, la rencontre avec leur cheval, c'est quelque chose de très fusionnel et c'est drôle d'ailleurs parce que dans les clubs, on voit bien beaucoup de jeunes filles qui vont monter à cheval, plus que de jeunes hommes. Et elles prennent un temps fou à brosser, peigner, mettre de l'huile sur les sabots, etc. Les garçons sont plus fans d'aller faire de la compétition très vite. Et ça, vous avez commencé justement en vous pliant à ce rituel? Non, moi j'ai commencé, j'avais 20 ans, donc Ouais. j'étais plus une petite fille, donc c'est pas tout à fait mon histoire. Et d'ailleurs, Lise, l'héroïne dans ce roman Utopia, c'est pas moi. Moi, je me suis pas, j'ai pas eu ces expériences amoureuses un peu compliquées qu'a mon héroïne. Mais je crois que c'est important de comprendre que pour moi, la relation entre une cavalière et son cheval, c'est une relation très entre, comme si c'était une sorte de prolongement de la relation mère-fille. Et en même temps, donc, quand vous avez ce premier cheval, il faut encore qu'il ait un lieu pour vivre, qu'il ait un pré, un box, et il faut un centre équestre pratiquement. Ça coûte cher. Même si ce n'est que du loisir, ça coûte cher la pension d'un cheval, oui. Et ce premier cheval, comment vivait-il? Il était justement dans un centre équestre? Il était dans un centre équestre, Ciel d'Azur, il s'appelait, dans un centre équestre avec un box, et puis j'allais le monter, je sais pas, 3-4 fois par semaine. Oui. Des centres équestres, il y en aura de plus en plus en France. Certains sont bien entretenus, d'autres beaucoup moins. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous racontez dans votre roman. Mais ce sont des lieux de vie aujourd'hui pour la nouvelle génération, de plus en plus demandés. Le nombre de participants de cavaliers, donc ou cavalières bien sûr, est en nette augmentation, oui, depuis une bonne vingtaine d'années, oui. Et puis, je crois que le plus beau centre équestre, ce sont les grandes écuries de Chantilly, qui mesurent 186 mètres de longueur et peuvent accueillir 240 chevaux et 500 chiens pour les chasses à courre quotidiennes. Mais c'est magnifique, il faut absolument aller visiter les écuries à Chantilly, c'est extraordinaire. Alors, vous avez ainsi découvert le bonheur des balades à cheval. Bon, on parle des Amazones, mais il y a aussi le bonheur tranquille avec une selle. Oui, alors moi je suis montée en Amazone pour voir, hein, mais franchement c'est pas confortable et c'est beaucoup plus dangereux. On est quand même mieux avec une selle normale. C'est fou d'ailleurs de penser que les femmes pendant des siècles n'avaient pas le droit de monter comme les hommes. Et vous savez pourquoi elles montaient en Amazone? C'était justement... Elles avaient des robes, de toute façon. Non, c'était l'importance accordée à la virginité des femmes avant le mariage. À mon avis, avec le pommeau de la selle Amazone, ça devait quand même sérieusement les chatouiller. Hein. Oui, mais pendant longtemps, on pensait que ça pouvait entraîner un déchirement de l'hymen. Ouais, c'est une légende, mais c'est ce que pensaient certaines personnes. C'est une légende parce qu'à mon avis, même avec une selle normale, ça peut quand même aussi déchirer l'hymen. Hein. En tout cas, c'est ce que raconte l'histoire aujourd'hui. Alors, il se trouve que vous êtes installé à la campagne et que vous avez commencé, je dirais, l'escalade dans le nombre de chevaux, Brigitte Lahaie. Oui, ben ça, quand on aime, on ne compte pas, Jacques. Oui, oui, j'ai eu jusqu'à... Je crois que j'ai eu jusqu'à 8 chevaux. Enfin, c'était... Comment on fait pour entretenir 8 chevaux en même temps, pour s'occuper d'eux, puis savoir lequel monter? Oui, ben non, mais il y en avait qui étaient encore trop jeunes, il y en avait qui étaient retraités, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, je suis devenue plus raisonnable. Mais j'ai toujours eu... Alors maintenant, j'ai arrêté de monter, j'en ai 2 qui sont à la retraite en Bretagne, mais j'ai toujours eu plusieurs chevaux, oui. Mais il faut les choisir selon certains critères, presque un coup de foudre. Alors, ça dépend de la discipline qu'on fait. Si c'est de la promenade, c'est assez facile de trouver un cheval qui conviendrait. Ça dépend de son niveau. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions de CSO, donc forcément, il fallait des chevaux aptes à la compétition. Et puis, il y a l'éducation du cheval. Dans ce livre, vous évoquez le fouet. C'est pas la meilleure façon d'éduquer un cheval. La cravache. La cravache. C'est pas la meilleure façon. Alors, c'est toujours pareil. La cravache, elle sert quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Mais évidemment que un cheval, c'est comme tout animal, comme un chien, ça s'éduque avec. Moi, j'aime bien cette expression équestre. Hein, une main de fer dans un gant de velours. Elle est très belle, cette image, et c'est très juste. Et vous avez appris à éduquer des chevaux? J'ai appris à les dresser, oui. C'est pas facile, il faut des mois quelquefois. C'est très long, le dressage d'un cheval, oui. Ouais, je me souviens d'Alexis Grus, qui était vraiment un amoureux des chevaux, qui vivait avec ses chevaux, qui leur parlait comme à des êtres humains.
Mais le cheval est très sensible à son cavalier, c'est-à-dire qu'il ressent nos peurs, il ressent notre colère, il ressent notre joie. Vous savez, c'est un corps à corps. Et le corps est très réceptif, de même que le cavalier sent le cheval. Donc c'est quelque chose, même s'il y a la selle entre les deux, il y a quand même quelque chose qui, si vous vous crispez, forcément vos mains sur les rênes vont être plus dures. Donc j'aime bien cette expression. On dit qu'un cheval, c'est comme un enfant de 3 ans. Il faut le guider sans le brusquer. Et puis c'est une histoire d'amour avec un cheval. Oui, alors c'est compliqué parce que plus on a la chance d'avoir son propre cheval, plus évidemment c'est une histoire d'amour. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement vont monter dans des clubs, des chevaux de club, et là l'histoire d'amour est plus compliquée. En tout cas, des histoires avec les chevaux, vous en avez eu. Il y en a eu d'autres, mais au cinéma, et on va les évoquer à travers la date du 29 avril 1953. À tout de suite sur Sud Radio avec Brigitte Lahaie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Brigitte Lahaie, mon invitée, pour ce roman Utopia chez Mazarine, un roman qui est une histoire de chevaux qu'on va évoquer, mais on évoque votre passion des chevaux. C'est d'abord une histoire d'amour quand même. Oui, une histoire d'amour, mais en même temps, le cheval est très présent. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on a évoqué votre passion pour les chevaux, et c'est vrai qu'elle a commencé avec des films, et le 29 avril 1953, un film a été récompensé au Festival de Cannes. Souvenir d'enfance, Crin Blanc. Crin Blanc, un moyen-métrage racontant l'histoire de cheval. Je ne savais pas, il a été récompensé en tant que... Quel prix? Grand prix du Festival de Cannes, du moyen-métrage en 53, le film d'Albert Lamoris, avec cette histoire d'amour entre un enfant pêcheur et un cheval. Un Camarguais, oui. Exactement. Et c'est la première fois que des images montraient des images qu'un film montrait des images de la Camargue. Oui, c'est vrai. C'est un très beau film. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et c'est vraiment un très beau film. Bon, alors, c'est un film en noir et blanc, c'est un film ancien, etc. Mais il y a une magie dans ce film qui est extraordinaire. Et on ne peut qu'aimer le cheval après avoir vu un tel film. Oui, en tout cas, c'est une histoire. Enfin, il y a cette scène de l'enfant sur ce cheval sauvage, hein, mais qui accepte de partir dans la mer pour fuir les vilains gardiens. Et c'est vrai que ça vous a marqué, Brigitte Lahaie? Ah, moi, c'est un film qui m'a totalement marqué et qui a marqué mon inconscient. C'est-à-dire que pour moi, cette image, c'est l'image on fuit le monde pour rester libre. Et c'est peut-être, enfin bon, que tout le monde connaît ma soif de liberté. Cette image a marqué mon enfance et a marqué mon inconscient. C'est une image qui, vous voyez, d'ailleurs, je vous la décris comme si je l'avais vue hier. C'est peut-être l'origine justement de votre goût pour la liberté? Oh, je pense que mon goût pour la liberté a fait que j'ai apprécié cette image. Alors, il se trouve que Albert Lamoris, qui a réalisé ce film, on ne le sait pas toujours, a obtenu 3 ans plus tard la Palme d'Or du Festival de Cannes, avec un film qui était Ballon Rouge, un autre moyen-métrage, oui. Où il y avait dans les figurants Renaud et son frère, parce que leur oncle était le directeur de production. Eh ben, voyez, avec vous, on en apprend toujours, hein, Jacques Pessis. Alors, il se trouve que c'est vrai que la Camargue, c'est le pays où l'on monte des chevaux. Et il y a un autre film, d'ailleurs, qui a marqué une génération, c'est D'où viens-tu de Johnny? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Où Johnny fait du cheval. Oui, c'est vrai. C'est une sorte de film un peu d'aventure, quoi. Oui. Et d'ailleurs, Johnny... Avec la musique de Jean-Jacques Debout. Exactement. Et un film où Johnny avait monté à cheval grâce au conseil de Charles Aznavour, car quand il débutait, il n'avait pas d'argent. Il a habité chez Charles Aznavour à Montfort-la-Maurie, où il y avait des chevaux. Et c'est comme ça qu'il a appris à faire du cheval. Et on peut apprendre à monter assez vite, finalement. Vous avez appris très très vite, Brigitte Lahaie. Alors, on peut tenir sur un cheval assez rapidement si c'est un cheval camarguais ou un cheval très, très, très basique, très calme. Je ne conseille pas à quelqu'un qui a pris très peu de cours de monter sur un cheval un peu plus vif, parce que ça risque très vite d'y avoir une séparation de corps. Mais pour faire de la compétition ou pour monter vraiment par exemple, les jockeys en course, c'est pas en un an qu'on devient jockey. Il faut quand même beaucoup d'entraînement.
Oui, mais quand on voit par exemple Jean Marais au cinéma, dans Le Bossu ou d'autres films où il est au galop, il a passé des mois à apprendre cela. Oui, bien sûr. Mais dans les films où on voit des acteurs à cheval, ils sont souvent doublés dans les scènes un peu plus sportives, si je puis dire. Mais Jean Marais n'était pas doublé. Non, Jean Marais était un cavalier, oui. Comme Jean Rochefort, comme Philippe Noiret, comme oui, ça, ils sont doublés, ça c'est clair. Non, Jean Rochefort était un cavalier. C'est vrai. Oui, il était passionné de chevaux d'ailleurs. Il avait des chevaux chez lui à la campagne. Il a même fait de l'élevage, oui. Mais Jean Marais, il y a même un numéro équestre, je ne sais pas si vous l'avez un jour vu, pour le Gala des artistes au Cirque d'hiver, où il est sur 2 chevaux en même temps. Ça, il faut le faire, oui. Ça, c'est quand même très fort. C'est une cascade, là, oui. Mais vous savez que moi, j'ai fait pour Lucien Grus et pour le Cirque Grus, j'ai fait un spectacle sur un frison de Lucien Grus, où c'était Yves Mourouzi qui avait fait ça. C'était, je ne sais plus, en 97 ou 95, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que Mourouzi adorait monter des spectacles totalement surréalistes. Oui, absolument, pour le Cirque Grus. Il avait monté Barnum, d'ailleurs, qui avait malheureusement pas marché, qui était un spectacle sur le plus grand cirque du monde. Et puis, vous avez évoqué aussi cette autre série télévision qui a marqué vos jeunes années. Polly, Polly, Polisson, tourne, tourne, tourne en rond. Tu es un Saint-Polly, c'est une génération qui a été marquée par le mystère du château de Cécile Aubry avec Mehdi qui débutait avant Belle et Sébastien. Et ça vous a marqué? Oui, ce petit poney avec une crinière blonde. Ça a touché aussi votre cœur d'enfant? Oui, alors j'allais voir ça chez les voisins aussi parce que mon père ne voulait pas qu'on ait la télé à l'époque. J'ai eu une éducation un peu stricte, donc j'allais voir ça chez les voisins et je loupais pas un épisode de Polly. Et Mehdi, aujourd'hui, vit à Biarritz, où avec sa femme, il a ouvert un cabaret, un théâtre, qui s'appelle le Bijou, et qui accueille des troupes de passage dans la région. Mais il a quel âge aujourd'hui, Mehdi? Il a pas loin de 60 ans, mais il est en pleine forme. Bah oui, écoutez... Alors finalement, le poney alezan, c'est aussi une race très particulière. C'est pas quelque chose qu'on monte quand on est adulte. Un poney, c'est tout petit, donc on a les jambes qui traînent par terre quand on est adulte. Non, mais des races de chevaux, il y en a énormément. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y a énormément de races de chevaux différents. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de dire malheureusement, le sel français a été beaucoup croisé avec des chevaux allemands, donc il a perdu un peu de ses origines, mais il y a beaucoup de races. Par exemple, les chevaux qui font les courses, il y a soit les trotteurs, soit les pur sang, et ça c'est des races qui sont restées pures. Et puis, bien sûr, il faut savoir murmurer à l'oreille des chevaux, comme dans le film. Est-ce que, pour vous, ce film vous a marqué? Est-ce que c'est quelque chose de très particulier? Ce film est magnifique. D'abord, moi, je suis une fan de Robert Redford, alors, de toute façon... Et c'est vraiment un film qui vous a marqué, parce que finalement, au départ, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un garçon, Buck, qui a appris à parler gentiment aux chevaux parce qu'il était un enfant battu. Vous parlez de... Oui, moi, je pensais que vous parliez du film avec Robert Redford. Oui, là, c'est ça. Et l'histoire, c'est basé sur quelqu'un d'authentique qui a vécu ce genre de choses, qui murmurait à l'oreille des chevaux. D'accord. Il s'appelait Buck. Ouais. Et ça, vous avez appris, vous, à murmurer à l'oreille des chevaux? Je crois qu'on leur apprend pas à murmurer, on sait ou on sait pas. C'est une sorte de corps à corps, en fait. Je crois que quand vous rentrez dans un box ou quand vous êtes... D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on parle d'équithérapie, par exemple. On fait beaucoup d'équithérapie avec les chefs d'entreprise. Ça peut paraître curieux. Donc des hommes qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'un cheval, ou des femmes qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'un cheval. On met le chef d'entreprise dans un manège, dans un lieu clos, et on fait rentrer un cheval. Et la manière dont le chef d'entreprise va gérer ce rapport au cheval, alors il y en a qui ont peur, il y en a qui veulent le dominer, etc. On va pouvoir lui expliquer comment il dirige ses employés et pourquoi ça se passe bien, ça se passe mal, parce que le cheval est très médium et il va ressentir les émotions du chef d'entreprise et réagir en fonction des émotions du chef d'entreprise. Et puis il y a le dressage des chevaux, et quand on voit une série célèbre, on s'étonne qu'on puisse demander autant à un cheval. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure. C'est vrai que Don Diego de la Vega Zorro, quand il appelle Tornado, est-ce que c'est réaliste, Brigitte Lay? Alors oui et non. Moi, j'ai quand même eu 2 fois dans ma vie une chute de cheval.
Je suis tombée, donc comme tout le temps, le cheval par instinct part et rentre à l'écurie. Et 2 fois, les chevaux sont revenus me chercher. Ça paraît fou, hein, mais moi je l'ai vécu, donc c'est très curieux. C'est un animal très particulier. Des films sur les chevaux, vous en avez vu beaucoup, puisque ayant partagé la vie de René Château, vous alliez au cinéma tous les mercredis. Il y avait beaucoup de films sur les chevaux. Est-ce que ça vous a influencé? Il n'y a pas tant de films que ça sur les chevaux. Moi, je me souviens de La chevauchée sauvage, par exemple, avec Jeanne Alors, Ekman. tous les westerns, bien sûr, oui. À l'époque des westerns, mais il n'y a plus beaucoup de westerns maintenant. C'est vrai que ça manque, des films sur les chevaux, parce que c'est quand même, ça a fait rêver des générations. Mais il y a eu, il y a quand même quelques films. Il y a eu le film de Spielberg sur la guerre de 14 avec l'histoire d'un cheval magnifique. Je ne sais plus, le titre m'échappe, mais ce film est très très émouvant et le cheval joue un rôle essentiel. Il y a Japlou, évidemment. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un vide qui s'est créé, peut-être parce que c'est de plus en plus difficile de dresser un cheval ou de l'utiliser au cinéma. Vous savez, moi je suis assez copine avec Mario Luracci. Il arrive à faire des choses extraordinaires avec les chevaux. Hein. Non, le cheval est un animal qui est capable d'apprendre beaucoup de choses. Évidemment, c'est pas un chien, hein, mais c'est un animal qui, si on arrive à comprendre qu'il faut le rassurer, on peut lui faire n'importe quoi. Bon. On ne va pas vous faire n'importe quoi, on va évoquer votre parcours justement avec les chevaux, avec une autre date importante dans votre vie, le 28 juillet 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec Brigitte Lahaie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Brigitte Lahaie, pour ce roman Utopia, une histoire d'amour et de chevaux chez Mazarine. On a expliqué comment la passion des chevaux est née chez vous. Et il y a une date importante, le 28 juillet 2012. On va l'évoquer à travers un événement mondial. Mr. Bond, Your Majesty. Les Jeux Olympiques de Londres, où Daniel Craig invite la reine Elisabeth à faire du parachute pour arriver au stade olympique. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques de Londres, vous les avez vécus de façon très particulière, Brigitte Lahaie. Oui, c'est vrai que j'étais engagée par à l'époque RMC pour commenter les épreuves équestres, quoi. Et c'était un travail très compliqué. Je crois que c'était au Greenwich Park de Londres, qui est un parc de 70 hectares et qui appartient, qui est nommé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'être envoyée sur place, donc je commentais avec les images, les images à l'époque d'Equidia, qui retransmettaient en direct les images équestres. Voilà. Alors c'est quand même un travail très particulier. Il a fallu s'y préparer. Non, parce qu'en fait, moi, je faisais beaucoup de compétitions à l'époque, donc je connaissais par cœur, d'abord par cœur les cavaliers qui participaient. J'avais même d'ailleurs pratiquement prévu le champion olympique de CSO, Nino de Buissonnet, je crois, avec Steve Gerda. Donc j'étais vraiment dans le bain, si je puis dire. Donc pour moi, c'était assez facile de commenter. C'était plus compliqué pour le dressage parce que c'est pas ma discipline, mais le cross et l'hippique, c'était facile. Oui, parce qu'il y avait 6 épreuves avec 3 disciplines, le concours, le dressage et le saut d'obstacle. C'est assez particulier. Et je crois que c'est l'Allemagne qui a dominé l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande dans le saut d'obstacle. Non, dans le cross. Dans le cross, voilà. Dans le concours complet. Alors, il faut en plus connaître tous les termes, et c'est vrai que ces termes, vous les avez appris au fil des concours et des années. Oui, vous savez, dans chaque... C'est drôle d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça très drôle. Quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine, il y a toujours des termes particuliers. Et si vous n'êtes pas dans la discipline, vous n'utilisez pas les bons termes. Et c'est vrai que dans le monde équestre, il y a des termes particuliers. On ne parle pas des membres, des pattes d'un cheval, on parle des membres ou des jambes d'un cheval. Il y a des termes comme ça. Mais c'est pareil, c'est pareil dans le milieu médical, c'est pareil dans le milieu psychologique, enfin dans tous les termes, dans les médias il y a aussi des termes, voilà, et il faut parler ce langage-là, sinon on est ringard, quoi. Mais il faut les apprendre, ces termes-là. Oui, mais vous les apprenez à force de côtoyer ce milieu, bien sûr. Et en plus, j'ai regardé quelques-uns de ces reportages, vous avez toujours des anecdotes en réserve pour combler les blancs
sur le cavalier, sur la monture. Vous avez toujours quelque chose en réserve. Vous avez plein de choses sur le sujet. Oui, bien sûr, parce que vous êtes journaliste, vous savez très bien que quand on commente, notamment à la radio, il ne faut pas laisser de blanc. Donc il faut avoir du grain à moudre. Oui, mais il ne faut pas se laisser prendre aussi par la fascination, parce qu'on peut être fasciné par le spectacle. Oui, mais ça a été une expérience intéressante parce que commenter un exploit sportif, une compétition, c'est pas la même chose que de parler à la radio d'amour et de sexualité, quoi. Donc c'était une expérience assez intéressante bon voilà. Mais en plus, je crois qu'il y avait une épreuve de 13 sauts qu'il fallait commenter en moins d'1 minute. Oui, ça se passe en moins d'1 minute, oui. Alors là, c'est aussi des réflexes. Oui, enfin, vous voyez, et puis si vous êtes, je pense que pour un journaliste qui connaît pas le concours hippique, ça doit être très difficile à commenter, oui, parce qu'il va utiliser des mots qui ne sont pas les bons, bien sûr. Mais il faut avoir un réflexe quand même pour que en 1 minute tout passe. Je pense que j'ai un esprit assez rapide. Mais je me souviens de Léon Zitrone qui, la nuit qui précédait les tiercés, apprenait par cœur avec sa femme toutes les couleurs des jockeys. C'était étonnant. Ça, c'est là où on voit le perfectionnisme de cet homme. On peut dire ce qu'on veut, mais c'était quelqu'un... Moi, je l'ai croisé une fois chez Bouvard, puisque j'avais fait longtemps les grosses têtes. C'était quand même un personnage très particulier. Ah oui, ça je peux vous assurer. Oui. Vous l'avez connu mieux que moi, forcément. Oui, on riait beaucoup. Et vous qui avez des chiens, c'est Claude Darget qui avait un chien et chaque fois que Zitrone passait devant lui, il disait à son chien « Fais Zitrone » et le chien se couchait. Et Zitrone partait furieux parce que c'était le genre de choses... C'est pas gentil. Non, mais c'était le genre de blague qu'on faisait à la télévision à l'époque. Alors, justement, les compétitions. Les compétitions, c'est né comment, Brigitte Lahaie ? Une envie d'aller plus loin ? Écoutez, je sais pas trop. C'est venu assez sur le tard. Peut-être parce que ça donne un objectif. Quand vous montez à cheval, vous apprenez d'abord, et puis une fois que vous savez monter, pour peut-être avoir donné plus de sens au travail qu'on fait avec le cheval, c'est d'aller faire de la compétition et de se mesurer aux autres, parce que finalement, se mesurer aux autres, c'est pouvoir s'améliorer. Oui, mais en même temps, c'est beaucoup d'entraînement et beaucoup de sacrifices, car je crois que pour une compétition, il faut se lever à l'aube pour préparer sa compétition. Ah, pour 1 minute de spectacle, c'est des heures. Il faut préparer le cheval, il faut l'emmener, et puis ça coûte très cher. Oui, mais c'est ce petit moment d'adrénaline extraordinaire, et puis assez rigolo, mais je peux donner une petite anecdote qui va peut-être faire sourire certains, c'est que se retrouver à la remise des prix à plus de 50 ans avec que des petites jeunes de 15 ans, on se croit un peu éternel, quoi. Je crois que vous avez fait les concours de saut d'obstacles que vous avez gagné, c'était 1,20 m. Oui, le plus haut que j'ai fait, c'était 1,20 m, oui. C'était où ? C'est des épreuves amateurs, hein, bien sûr. J'en ai gagné quelques-unes, voilà. J'ai même fait les championnats vétérans en région parisienne. Ça a étonné que ce soit Brigitte Lahaie, on vous reconnaissait ? Alors au début, j'avais d'abord je m'étais inscrite sous mon nom de naissance, et puis comme de toute façon tout le monde me reconnaissait, je me suis inscrite sous le nom de Brigitte Lahaie, bien sûr. Je crois qu'il y a eu 1,60 m, vous n'y êtes jamais arrivé. Non, si, individuellement, oui. Toute seule. Enfin, chez moi, sur la carrière, j'ai sauté un obstacle d'1,60 m. Mais attendez, 1,60 m, c'est les professionnels, c'est les champions. Même dans les professionnels, il y en a qui feront jamais ces épreuves-là. Et je crois que le record du saut d'obstacle, c'est Uazo et Alberto Laraguibel, 2,47 m. Oui, la hauteur le plus haut, mais c'est un mur qui n'est pas fixe, ce qui fait que si le cheval renverse un peu, ça tombe. Hein, et il y a aussi le record le plus haut sans selle, c'est un certain Robert Whittaker sur Waterstone, 2,12 m. Oui, il faut déjà être très professionnel pour pouvoir faire ça. Alors, vous avez réussi une performance, je crois, à Jardy, c'est de finir première et deuxième dans le même concours, Brigitte Lahaie.
Oui, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça a dû m'arriver 2-3 fois, oui. Et sans doute à Jardy, c'est fort probable. Vous aviez 2 chevaux différents. Oui, bien sûr, oui. On concourt sur plus... On ne peut concourir qu'avec un cheval. On peut faire qu'une seule épreuve avec le cheval, mais si on a 2 chevaux, on peut faire 2 fois l'épreuve, ou 3 fois même d'ailleurs, mais 3 fois non. Je n'ai jamais fait 3 fois. Mais finir première et deuxième, c'est quand même très particulier. C'est assez rare, oui, c'est assez rare, mais... Et puis, il y a eu, je ne sais pas si vous avez fait les concours de la Mode Beuvron, qui est le lieu où... Non, je ne suis jamais allée à la Mode Beuvron, mais c'est en effet un lieu très, très grand public, très amateur, oui. Et c'est vrai qu'en 2012, le Guinness, donc le livre des records, a récompensé ce lieu comme la plus grande manifestation équestre au monde. Il y avait plus de 15 000 cavaliers. C'est fou, hein. Mais il paraît que c'est un village énorme. Hein. Ah oui, les parents qui vont avec leurs enfants là-bas passent 3 jours de cauchemar. Tellement... Ça doit être ça, oui, ça doit être très, très... c'est plutôt oui. Alors, il y a la cavalière, mais il y a aussi la spectatrice. Et vous évoquez souvent les étoiles de peau qui vous ont marqué, Brigitte Lahaie. Oui, alors j'avais pour ami celui qui organise justement ce concours complet qui est à Pau. C'est le plus grand concours complet en France, pas dans le monde, puisqu'on sait qu'en Angleterre, il y a des concours complets beaucoup plus importants, mais c'est un très beau concours qui a maintenant un certain succès d'ailleurs. Et ce jour-là, vous avez essayé d'acheter un cheval qui a finalement été acheté par Mary King, médaille d'argent des Jeux Olympiques. Pour sa fille, oui, elle l'a acheté pour sa fille, oui. Donc j'avais dû bien repérer qu'il était bien ce cheval. Et c'est vrai que c'est pas simple d'acheter un cheval, on se trompe quelquefois. On se trompe souvent, oui, mais on peut se tromper aussi. Parfois, on achète un cheval qui devient meilleur que ce qu'on pensait. Non, c'est compliqué parce qu'il y a d'abord les qualités intrinsèques du cheval. Et puis, ce qui est compliqué pour un amateur comme moi, c'est que vous achetez un cheval parfois qui a eu des très bons résultats, mais avec un très bon cavalier. Et si vous n'êtes pas aussi bonne que le cavalier, le cheval va perdre de sa valeur. Et je crois que voici quelques années, Brigitte Lahaie, vous avez fait du sulky à Cabourg. Alors, j'ai fait du sulky à Cabourg. J'ai même participé à une épreuve à Vincennes. À l'époque, c'était pour RMC, où tous les animateurs faisaient l'épreuve. Et moi, on ne m'avait pas donné le meilleur cheval. On m'avait donné d'après mon jockey, puisque on était avec un jockey chacun. On ne m'avait pas donné le meilleur cheval. Et pourtant, on a gagné. Et après avoir gagné, le jockey m'a dit « Mais je ne sais pas ce que vous avez transmis au cheval. » Je pense que j'ai dû lui en murmurer à l'oreille. Et Vincennes, Longchamp, vous n'êtes pas du genre à jouer au tiercé? Non, j'ai jamais joué au tiercé. Mais j'ai jamais joué à aucun jeu, en fait. Donc, c'est pas... Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'origine du tiercé, du pari mutuel, c'est Joseph Euler qui a créé l'Olympia et le Moulin Rouge. Il venait d'Espagne, oui. il assistait à des concours de coqs avec des paris en Espagne. Et en France, il a eu l'idée de reprendre ça pour les chevaux. Et c'est comme ça qu'est né le pari mutuel. Mais ça remonte à quelle année, ça? Aux années 1900. D'accord. 1880-1900. Et avant, il n'y avait pas des courses de chevaux? Il n'y avait pas de paris sur les courses de chevaux. Pas de paris, d'accord. Et puis bien sûr, un jour, il y a eu les chutes. Et je crois que ces chutes, ça a été de plus en plus terrible, Brigitte Lahaie. Il paraît que les jockeys de ce type, c'est-à-dire de saut de haie, désolée, mais c'est comme ça que ça s'appelle, en moyenne, ils vont 1 fois par an au moins à l'hôpital avec des fractures, etc. Donc c'est quand même un sport très, très dangereux. Et vous en avez été la victime, puisque moi je me souviens un jour, vous êtes arrivé au studio de Sud Radio avec les deux mains plâtrées. Oui, ça a été ma dernière chute et c'est ce jour-là où j'ai décidé d'arrêter de monter à cheval. C'est terrible, parce que des chutes, vous en avez eu beaucoup quand même. Oui, je me suis pas mal cassée, oui. Mais vous avez continué quand même par passion? Oui, mais oui, par passion. Et puis à un moment, il y a la dernière chute. On dit, bon, maintenant ça suffit, mais je pense que ça, comme je dis souvent, il faut oser sa vie. Hein. En même temps, vous avez appris plein de choses et vous avez beaucoup appris de vos erreurs, justement, sur les chevaux. Oui, j'ai appris de mes erreurs et puis je crois que c'est une manière pour moi aussi de libérer mon besoin de bouger. Enfin, en tout cas, ça a vraiment fait partie de ma vie et je suis contente parce que ce roman, c'est une sorte peut-être un peu de pages qui se tournent, de pages définitives qui se tournent. Ça ne vous manque pas le cheval? Non, ça ne me manque pas, mais je suis toujours fascinée par cet animal. Voilà. Et bien ce roman, justement, vous avez retrouvé l'usage de vos mains pour l'écrire et on va l'évoquer à travers la date du 14 mai 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Brigitte Lahaie.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Brigitte Lahaye. Donc on a évoqué votre passion des chevals, votre goût pour la compétition, votre arrêt. Et puis donc le 14 mai 2025 est sorti un roman chez Mazarine, Utopia, un roman dont l'héroïne est une jument. Et c'est un sujet qui vous tenait à cœur. Comment est né ce roman d'abord ? Alors Utopia, c'est la jument qui raconte sa vie avec sa cavalière Lise. À la première personne. Absolument, c'est elle qui raconte. C'est pas Lise ou c'est pas la romancière, en l'occurrence moi. C'est très simple. Je suis très amie avec Pierre Durand, le cavalier olympique qui a gagné la médaille d'or avec Japlou. Et un jour, on déjeunait ensemble et il était assez mécontent du film Japlou, qui quelque part ne raconte pas tout à fait cette histoire extraordinaire qu'il a eue avec ce cheval. Et je le voyais un peu triste, et le soir, je lui ai envoyé une nouvelle, et c'était Japlou qui racontait quelque chose de son histoire avec Pierre. Et il a été très ému, il m'a dit « mais c'est formidable ce que tu as écrit, tu devrais... » Et puis donc je me suis dit « je vais pas écrire Japlou qui raconte son histoire avec Pierre, parce qu'il y a eu plein de livres sur Japlou, et je ne voyais pas en quoi j'étais légitime. » Et donc c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée d'Utopia. J'ai commencé en faisant parler la jument. Ouais. Et une jument et une petite fille, justement, qui va être la complice, qui va trouver un refuge après la mort de sa mère avec cette jument. Oui, parce que justement, c'est ce que je disais en début d'émission, Jacques. La relation entre la fille et le cheval, c'est une relation très fusionnelle. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce roman, à travers le cheval, bien sûr, à travers ma passion, c'est aussi comment une jeune fille démarre sa première relation amoureuse avec plein d'idéal, avec l'impression que l'amour, c'est tout. Eh bien, elle va être déçue parce que sa première histoire d'amour, ça se termine pas très bien, et puis la deuxième, et elle découvre au fur et à mesure que l'amour, oui, mais c'est pas un idéal non plus, quoi. Voilà, mais en même temps, cette relation avec le cheval, c'est sa plus belle histoire d'amour. C'est certainement sa plus belle histoire d'amour, mais vous savez, moi je dis souvent que les animaux n'ont pas le langage, donc ce qui se passe entre un animal et un humain, c'est souvent plus juste que ce qui se passe entre deux humains. Alors, il se trouve qu'elle perd sa mère très jeune et que justement la guérison morale, ça va être cette jument Utopia. Oui, mais je pense que dans les gens qui montent à cheval, il y a énormément de gens qui se réparent à travers le cheval, comme beaucoup de gens vont se réparer à travers un chien ou un chat. Le cheval, le chien, le chat, ça fait partie de notre humanité. Et quand on voit la couverture de ce livre, on pense à une série télévisée, à un roman qui était L'Étalon Noir. Oui, on l'a déjà dit, oui. C'est étonnant parce que c'était une histoire d'amour entre un adolescent et un cheval. Et c'est vrai que c'était des romans qui ont été qualifiés de la plus belle fiction du siècle sur le cheval. Oui, et puis il est magnifique, le film L'Étalon Noir. Le film est très très beau aussi. Et il y a une série télé aussi. Oui. Alors Utopia aussi, le nom n'a pas été choisi au hasard. Alors oui et non, parce qu'en fait c'est le nom de ma dernière jument avec laquelle j'ai fait des concours et qui vit paisiblement en Bretagne sa retraite. Et je trouvais que de garder ce nom Utopia, c'était à la fois... un hommage à lui rendre, et puis en même temps Utopia, évidemment il y a la notion de l'utopie, voilà, donc c'est pour ça qu'on a gardé ce titre. On a réfléchi, on a hésité avec la directrice littéraire de Mazarine. Il se trouve qu'Utopia, au départ, c'est une société idéale imaginée par Thomas More en 1516, le philosophe, et que c'est devenu l'utopie en français, mais au départ, c'est l'invention d'un philosophe. D'accord, c'est-à-dire qu'il a inventé ce mot Utopia. C'était le mot inventé pour décrire la société idéale. Et après, on a inventé le mot utopie. Qui a été traduit exactement. Alors, il y a effectivement ce transfert affectif sur l'animal qui va être la base d'état émotionnel de cette jeune fille. Oui, parce que c'est sa confidente en fait. Moi, je sais que par exemple, quand j'avais un chagrin d'amour, je rentrais, je scellais ma jument et je partais faire une balade en forêt et je revenais, ça allait mieux. Le cheval, c'est comment dirais-je, il absorbe nos émotions et on se sent mieux quand on redescend de cheval, quoi. Et dans ce roman, on apprend aussi que l'oreille chez le cheval est très importante, ce qu'on ne sait pas toujours. Oui, les oreilles d'un cheval vous indiquent son état d'humeur.
S'il a les oreilles couchées, c'est pas très bon signe, c'est qu'il est en colère. S'il a les oreilles pointées vers vous, c'est qu'il est content de vous voir. S'il y a une oreille qui va d'un côté, c'est qu'il y a un bruit qui doit arriver de ce côté-là. Enfin, les oreilles sont un repère très important. Oui, oui, parce qu'il ressent des choses qu'on ne ressent pas forcément. Oui. Ben, vous savez, le cheval, c'est une proie. Donc, il faut qu'il soit toujours aux aguets. Si jamais il y a un prédateur qui arrive, il faut qu'il puisse se sauver avant les copains pour pas se faire bouffer. Mais en même temps, on ne transmet pas les ordres par les rênes, mais souvent par les oreilles. Alors, on peut parler au cheval, mais on transmet par le corps, on transmet par les rênes, par les jambes, par l'assiette. C'est vraiment, on transmet par tout notre corps, en fait. Alors, plus le cheval, évidemment, est dressé, plus rien ne se voit. Quand vous voyez des champions olympiques, on a l'impression qu'ils font rien. Hein. Et vous avez évoqué ce côté médium des chevaux. Comment ils se manifestent, Brigitte Lahaye ? Ils ressentent. Ils ressentent. Vous rentrez. Moi, je me souviens quand j'avais mes chevaux chez moi, il y avait parfois des gens qui avaient envie de rentrer dans le box pour les caresser, pour les toucher, et je leur disais, allez-y, vous risquez rien. Mes chevaux sont pas des chevaux. Et je voyais la manière dont les chevaux réagissaient. Parfois, on voyait bien qu'ils ressentaient que la personne avait peur ou que, il y avait des gens qui c'était jamais pareil, quoi. Et puis dans ce roman, vous évoquez ce sujet que vous avez commencé à évoquer, qui est l'équithérapie, qui utilise le cheval pour la guérison morale. C'est vrai que c'est un sujet qu'on connaît mal aujourd'hui en France. On sait que ça marche très très bien avec les enfants autistes, par exemple, ou des enfants qui ont des handicaps. Le cheval leur redonne une autonomie, une confiance en eux. Ça marche aussi avec les délinquants qui font pas du tout le fier avec les chevaux. Ils font pas les malins quand ils sont face à des chevaux. Donc ça peut marcher aussi avec eux. Et vous l'avez étudié ? Je me suis intéressée à ça. J'ai rencontré des personnes qui travaillent justement en thérapie équine. Oui. C'est quelque chose qu'on connaît mal encore aujourd'hui, qui est à peine... Alors ça existe depuis le 19e siècle. Je crois qu'il y a une cavalière danoise, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 52, qui avait une polio et qui s'en est sortie grâce à l'équithérapie, mais c'est quelque chose encore de balbutiant. Vous savez, quand vous êtes sur un cheval, vous avez toute la colonne vertébrale qui est secouée, hein, et donc ça peut remettre... D'ailleurs, quand on monte à cheval, en général, on n'a pas mal au dos, parce que ça muscle terriblement le dos, les abdos... Donc c'est un sport, il faut pas tomber, quoi, c'est tout. Oui, mais l'équithérapie, c'est quelque chose qu'on connaît mal aujourd'hui, qui peut avoir des conséquences positives sur la médecine. Bien sûr. Ah oui, enfin, faut pas rêver. On va pas refaire marcher des gens qui sont handicapés parce qu'on va les mettre sur un cheval. Mais on a d'ailleurs un très beau film qui a été fait il y a quelques années sur une personne qui était handicapée et qui monte à cheval, oui. Ce roman, Utopia, a une particularité, il se déroule sur plusieurs années. Car un cheval, il faut quelques années pour qu'il devienne un bon cheval. Les chevaux, en général, on commence à les éduquer à l'âge de 3 ans. Hein, et en général, on considère que oui, c'est à 7 ans qu'il va acquérir sa maturité et qu'il va commencer à être... Je crois que la compétition de saut d'obstacle, à haut niveau, ça ne peut commencer qu'à 8 ans. Donc on voit bien que c'est long. Et Utopia, votre héroïne, va connaître des moments difficiles avant de devenir un grand cheval. Oui, elle a la chance, cette jument, quand même, de tomber dans des mains de cavaliers qui savent monter, mais elle découvre aussi des gens un peu plus barbares. C'est la vie d'un cheval. Oui, mais en même temps, au départ, elle n'est pas performante et ça arrive qu'on se trompe sur un cheval, qu'on ne sache pas qu'il peut être un cheval d'obstacle très performant. Oui, alors ça, c'est un peu la romancière qui s'est amusée à faire sortir du lot un cheval qui, par ses origines, n'était pas fait pour être un champion. Mais ça, c'est l'histoire de Japlou. Hein. Japlou n'était pas fait pour être un champion. Hein. Et puis, et en même temps, il est devenu un grand champion. Oui, mais parce qu'il est tombé dans les mains d'un très grand cavalier. Et le cas d'Utopia, qui justement devient une grande championne alors qu'au départ, elle ne semblait pas douée, ça existe en dehors de Japlou, ça existe beaucoup ? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Faut pas rêver. Vous savez, vous trouvez un cheval dans un pré, vous en ferez pas un champion olympique. Hein. Non.
Mais en même temps, vous évoquez ce cheval qui parle à la première personne et qui raconte les efforts qu'il fait pour devenir un cheval. Car le cheval lui-même fait des efforts, on ne le sait pas assez. Il n'y a pas que le cavalier, Brigitte Lahaye. Oui, mais c'est un roman, encore une fois. Je ne suis pas sûre que le cheval, il fait tout pour gagner et rapporter la coupe à sa cavalière. Mais il y a une fusion entre la cavalière et le cheval. Oui, mais je crois qu'il faut... Enfin, j'ai eu envie de faire rêver, mais c'est le but d'un roman. Oui, mais en même temps, vous dites dans ce roman, et c'est pas si faux que ça, la jument est la patronne et la cavalière la suit en la guidant. Oui, moi ça a été ma manière de monter, mais qui est pas forcément, et je me suis parfois un petit peu fait gronder par mes profs. Moi j'ai toujours plutôt laissé faire le cheval, et ça m'a pas mal réussi, mais ça m'a valu quelques chutes aussi. Mais il faut quand même pas laisser trop de liberté au cheval, c'est pour ça. Ben non. Alors vous évoquez aussi une chanson dans ce roman, une chanson de Jacques Brel. J'étais bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je Chanson de traînais Jacques Brel, en madame. fait, il avait fait une liste de chansons sur les animaux, donc il a fait le cheval un jour, alors qu'il détestait l'équitation. Ouais, ça m'étonne pas. Oui. Et cette chanson est là par hasard, ou est-ce que vous a marqué? Non, mais je suis fan de Jacques Brel, et puis je trouvais que c'était drôle parce que il parle comme s'il avait été cheval, et je trouvais que ça s'était donné justement une humanité au cheval. Oui, parce qu'il y a une chose très particulière, c'est que tout le monde aime les chevaux, et que les chevaux, a priori, aiment tout le monde, Brigitte Lahaye. En tout cas, vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui n'aime pas les chevaux, et vous rencontrerez des gens qui en ont peur. Et ça, c'est quand même un des rares animaux. Je vois pas d'autres animaux qui ne sont pas aimés. Je veux dire, il y a des gens qui n'aiment pas les chiens, il y a des gens qui n'aiment pas les chats, il y a des gens qui n'aiment pas les oiseaux, il y a des gens qui n'aiment pas les serpents, mais le cheval... C'est le seul animal, je crois, de la création qui est aimé par tout le monde. Oui, Hergé, le créateur de Tintin, avait peur des chevaux. Il ne pouvait pas s'approcher. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des chevaux. Il tremblait devant Ara. Oui, absolument. C'est très particulier, on n'a jamais su pourquoi. Alors, vous évoquez aussi une lutte antidopage, parce que là aussi, il y a certaines choses qu'on ne sait pas. Il y a des performances de chevaux qui ne sont peut-être pas tout à fait naturelles. Oh, il se passe des choses... Alors, il y a quand même une lutte antidopage assez forte maintenant, mais bien sûr qu'il y a des tas de choses. Le cheval, on lui fait une piqûre, il ne sait pas ce qu'on lui fait. Hein. Et puis, vous évoquez l'appât du gain aujourd'hui, qui est de plus en plus fort dans le monde du cheval. Alors, ce qui est compliqué dans le monde du cheval, c'est que vous pouvez très bien prétendre que tel cheval va correspondre bien à votre enfant, parce que c'est surtout les parents qui se font avoir, parce que pour leur enfant, ils sont prêts à dépenser plus pour que l'enfant gagne la compétition, et donc on peut leur raconter, mais oui, ce cheval va être parfait pour votre enfant, et puis bon, en final, c'est un cheval qui a été monté par des pros, et que le pauvre enfant, il va pas bien... pouvoir faire grand chose avec le cheval. Ça va marcher les quelques premiers mois, et puis après ça va se dégrader, quoi. Finalement, c'est toute votre vie qui est dans ce roman, Brigitte Lahaye. C'est une partie de ma vie, oui, bien sûr. C'est une partie de la vie qui est en même temps un message à celles et ceux qui aiment le cheval, parce qu'on apprend des tas de choses en dehors du roman sur la façon de vivre avec un cheval, de partager un cheval. Vous savez, je crois que dans la vie, il faut avoir des passions, et quand on a des passions, il faut les respecter. Et je pense que oui, si on aime les chevaux, si c'est notre passion, il faut essayer d'avoir une éthique vis-à-vis des chevaux. Vous continuez à suivre des compétitions, même si vous ne montez plus à cheval? Un petit peu, oui, bien sûr. Mais ça ne vous manque? J'ai regardé les Jeux Olympiques oui. À Paris, bien sûr. Qui ont beaucoup fait d'ailleurs pour l'amour du cheval. Oui, et c'était magnifique. Ce roman, ça s'appelle Utopia chez Mazarine. C'est à la fois une leçon de vie, celle de l'héroïne, mais c'est une leçon d'apprentissage des chevaux. Merci Brigitte Lahaye d'avoir écrit. Merci Jacques. Et puis on se retrouve bien sûr tous les jours sur Sud Radio. On se retrouve. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.